Bonjour et bienvenue sur le plateau de la Space Web TV par WebAgri. On va parler ensemble agriculture et réchauffement climatique avec trois invités bretons. Alors d'abord Jean Jouzel qui est climatologue, chercheur qui a été président du comité scientifique du GIEC, le groupement d'experts internationaux pour l'étude du réchauffement climatique. Ensuite, Thibault Lemal, président des JA du Morbihan, donc également un fervent défenseur de la vie des sols, et Arnaud Lecuyer, donc vice-président de la région Bretagne en charge de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de l'alimentation. Pour commencer, monsieur Jouzel, alors sur quoi porte le dernier rapport du GIEC? Quelles sont les conclusions? Bonjour Robin, bonjour à Arnaud et Thibault, bonjour à vous tous. Les conclusions du rapport du GIEC sont... on rentre vraiment dans le domaine des certitudes, c'est ça qui est important, je crois. Alors ces certitudes sont la certitude de la réalité du réchauffement climatique. Alors 1 degré en moyenne à l'échelle planétaire, un peu plus dans nos régions. Nous sommes ici à Rennes, disons depuis ma jeunesse en Bretagne, on a pris pas loin de 2 degrés. Donc entre 1,5 degré et 2 degrés. Cette réalité, l'attribution, nous sommes certains que ce réchauffement climatique est lié aux activités humaines. Que l'ensemble du réchauffement climatique est lié aux activités humaines. C'est-à-dire qu'on l'attribue vraiment, il y a très peu de cette variabilité climatique qui est liée aux causes naturelles du réchauffement climatique sur les 60 dernières années. Alors, on peut expliquer l'ensemble du réchauffement par nos activités, qu'il se traduit non pas simplement par l'augmentation de température moyenne, mais par des événements extrêmes plus intenses, plus fréquents. On l'a vécu au cours de cet été. On peut parler à la fois de pics de chaleur, de sécheresse, de pluies torrentielles dans nos régions. Voilà, donc le point important, je crois, c'est que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est ce que nous avons, notre communauté, collectivement, avons envisagé au cours des différents rapports du GIEC, aussi bien en termes de réchauffement moyen de la planète, nous sommes sur un rythme de 2 dixièmes de degré par décennie, que de cette intensification des événements extrêmes. Alors je crois que ce qu'on doit retenir, je ne vais pas être trop long, c'est quand même ce qui n'a pas forcément été toujours le cas. Ça doit nous inviter à accorder une crédibilité à ce que cette communauté envisage pour les prochaines décennies et au-delà. Alors ce qui est envisagé, une des conclusions du rapport du GIEC, c'est vraiment que ce réchauffement climatique devient une menace, là aussi de façon certaine, pour notre humanité et pour la nature qui l'entoure. C'est la conclusion du 2e rapport du GIEC de façon très claire. Et le 3e rapport du GIEC, qui s'intéresse plus aux solutions, c'est que si on veut effectivement... Alors, nous répétons que le climat est pratiquement joué sur les 2 prochaines décennies, 2 à 3 prochaines décennies, mais que c'est aujourd'hui, c'est-à-dire au cours de cette décennie 2020, que nous préparons le climat que les jeunes connaîtront dans la 2e partie de ce siècle. Et très clairement, le diagnostic est très clair. Si nous voulons que les jeunes d'aujourd'hui puissent s'adapter sans trop de difficultés, y compris le monde agricole, bien sûr, les territoires, au climat qu'ils connaîtront dans la 2e partie de ce siècle, il faut limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. C'est ce qui est inscrit dans le pacte de Glasgow. Et pour cela, il faut viser une neutralité carbone à horizon 2050. C'est une condition nécessaire, pas suffisante. Mais le problème, c'est que nous sommes, et j'en terminerai là, sur une trajectoire qui nous emmène vers 3 degrés. Nous savons d'ores et déjà que même si les engagements de l'accord de Paris étaient tenus d'ici 2030, nous avons 2 fois trop d'émissions par rapport à ce qu'il faudrait pour rester sur une trajectoire qui nous permette de limiter à 1,5 degré. Donc ce sont vraiment les principales conclusions du rapport du GIEC qui est très solide et vraiment cette vision des événements extrêmes qui deviennent de plus en plus, qui nous ont aidés à la perception du réchauffement climatique, mais qui ont aussi des conséquences de plus en plus importantes sur notre vie de tous les jours. Et justement, là, vous, quand vous avez débuté votre carrière dans les années 80-90 à étudier le climat, vous pensiez que ça irait aussi vite, que vous verriez les conséquences directes du changement climatique?
Ouais, j'ai commencé dans les années 60 quand même, 68, hein, donc la vie passe vite. Mais non, mais c'est vrai, Robin. Ouais. Non, nous envisageons, j'envisageais plutôt que la réalité du réchauffement climatique, que le réchauffement climatique, deviendrait, le signal deviendrait vraiment très, très notable à partir de 2030. C'est un peu pour la valeur, c'est ce qui est un peu le cas pour les températures moyennes. On n'a pas la perception du réchauffement moyen de la température, mais on a la perception, et c'est peut-être ça qui est venu plus rapidement que nous le pensions, on a vraiment la perception d'une modification des événements extrêmes. Il faut bien comprendre que et ça on l'a aujourd'hui, c'est très clair. Thibault Lemal, ça vous fait réagir quand vous entendez des propos assez poignants, assez alarmants comme ça? Vous, comment vous le vivez? Qu'est-ce que vous avez mis en place sur votre exploitation? Comme vient de dire mon collègue, moi en tant qu'agriculteur, on vit avec le climat de toute façon. On l'a bien vu cet été, bien sûr, par les températures extrêmes et le manque de pluviométrie, la pluviométrie également qu'on n'a pas eu cet hiver. Il y a autre chose aussi moi ça fait 12 ans que je suis installé, depuis 4-5 ans on remarque qu'il y a énormément de vent, et ça on n'en a pas discuté tout à l'heure en off, qui dessèche les cultures, qui dessèche la terre. Et au moment où on va semer, tout le profil cultural est complètement desséché. Et ça, je ne le voyais pas il y a 12 ans, je le vois depuis 5 ans. Donc l'évolution, elle y est, on ne peut pas le nier. Sur mon exploitation, mon système n'est pas parfait non plus. Je suis comme les autres, je ne suis pas mieux que les autres. On a commencé depuis au moins une douzaine d'années avec de nombreux agriculteurs en Bretagne à faire du semi-direct aussi et à couvrir en permanence nos sols via des couverts végétaux entre deux cultures. Donc, ce qui permet de stocker du carbone, ce qui permet d'éviter de dessécher les sols, ça évite l'érosion. L'avantage aussi avec les couverts végétaux, c'est très bon pour la biodiversité, mais je ne vais pas tout détailler. Il y a aussi une chose qu'on a fait des relevés de température. Par exemple, quand on a eu la pointe à 39 degrés par chez nous, sous le couvert végétal, on était à 36. À sol nu, il était à 45. Et par contre, le goudron à côté, on était à 60 degrés. Donc voilà, il y a ça aussi. Et pour ça, la campagne peut être la solution. Dans les villes aussi, à mon avis, il faudra végétaliser. Moi, de végétaliser davantage, j'y crois, franchement, pour essayer de stocker du carbone et limiter l'impact du réchauffement. Après, sur nos exploitations, il y a aussi, on cherche aussi des variétés qui sont capables de résister à des températures très élevées pendant, par exemple, 3 semaines. Et dès que les températures baissent un petit peu et la pluviométrie revient, de repartir en végétation, de ne pas cramer, pour parler vulgairement. En tant que représentant des jeunes agriculteurs aujourd'hui, vous avez l'impression que les jeunes aujourd'hui ont cette conscience-là, ont acquis cette conscience au cours de leurs études et le démarrage de leur carrière d'agriculteur? Bien sûr, chacun va penser climat, va penser comment on va faire demain pour produire, pour nourrir. Donc ça peut être aussi, comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui on fait des petits pois, pourquoi pas demain faire beaucoup plus de lentilles ou d'autres protéines végétales qui résisteraient peut-être plus au sec, qui seraient moins consommatrices d'énergie aussi pour les mettre en culture. Donc bien sûr il y a ce côté-là, il y a bien sûr les bâtiments aussi, on réfléchit à des bâtiments qui sont plus économes en énergie, pour mieux produire. On parle photovoltaïque, on parle méthanisation, on a beaucoup de sujets maintenant. Et puis la chance qu'on a, c'est qu'on peut faire rimer écologie et économie maintenant. On peut... Surtout avec un coût de l'énergie qui devient très élevé. En plus, oui, bien sûr. Bien souvent, des choses, comme vous parliez, des changeurs de chaleur, par exemple, en bâtiment volaille, comme chez vous, ça devient des choses intéressantes. Qui ont une rentabilité, en plus. Il y a aussi beaucoup, on est nombreux, moi j'en ai sur ma ferme aussi, du solaire, pas seulement pour la revente, mais également pour produire notre électricité. Voilà, la ferme est plus résiliente parce qu'elle subit moins les cours de l'énergie, par exemple, mais aussi, c'est notre petite contribution face au changement climatique. Arnaud Lécuyer, vous qui avez un regard à la fois des agriculteurs bretons, mais aussi de la société, comment lier ces deux attentes, l'attente de production de la part des agriculteurs et les attentes de la société? Aujourd'hui, les deux doivent être conciliés. C'est-à-dire qu'on doit continuer, l'agriculture bretonne, l'agriculture dans sa globalité doit continuer à assurer sa vocation qui est de nourrir les femmes et les hommes. Donc ça, il ne faut pas l'enlever. Néanmoins, on ne peut produire, et c'est vrai en Bretagne, que ce que notre planète, notre terre, nos eaux, notre sol, la qualité de l'air,
est capable d'absorber. Et je pense que c'est ça aussi le vrai déclic, le vrai changement. C'est-à-dire qu'on a pris conscience, et j'allais dire que de ce point de vue-là, les scientifiques avaient un, voire deux coups d'avance. Sur, la caractérisation du phénomène, sur son origine, ça nous a été rappelé par Jean Jouzel tout à l'heure, et sur les solutions. Et je veux dire, ce qui est aujourd'hui satisfaisant, ou en tout cas ce qui peut être synonyme de positif, c'est qu'à la fois le politique et à la fois l'économique ont pris conscience des enjeux et de cette capacité que nous aurons pour des générations encore à pouvoir produire, à pouvoir tout simplement vivre sur cette planète qu'en préservant nos ressources. Et ça, c'est quelque chose, ressources et lutter contre le réchauffement climatique. Donc ça, c'est quelque chose qui est important dans la prise de conscience et dans l'acte d'agir au quotidien en faisant bouger nos politiques publiques et en faisant, y compris bouger les acteurs économiques, ça nous a été rappelé. Et ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui est plutôt phénomène et synonyme d'espoir pour les défis que l'on a relevés. Justement, Thibault Lemal a parlé d'investissements comme le photovoltaïque, des échangeurs de chaleur, on peut parler méthanisation. Ça, c'est des choses qui doivent être impulsées par la politique, par les régions aujourd'hui, pour donner ce coup de pouce au démarrage. La région Bretagne, son rôle politique, en tout cas, il est d'impulser et d'accompagner le changement, les transitions agroécologiques, et de l'accompagner par des aides, par de la recherche, par des aides aux investissements, et des investissements qui soient positifs pour les enjeux que l'on a relevés. Le climat, l'autonomie énergétique, l'autonomie protéique. Faire en sorte que, globalement, ce qui se décide dans la ferme, ce soit bien l'agriculteur, l'agricultrice qui le décide par ses choix, et plus seulement en ouvrant le journal, en allumant, ou en écoutant la radio, en allumant sa télé, en se disant qu'une catastrophe à l'autre bout du monde, un incendie en Australie, une tempête dans l'Ouest américain ou des ravages en Amazonie va impacter ce qui se passe dans sa ferme. Et je pense que c'est ça aussi que l'on doit travailler, c'est ce phénomène de résilience à l'échelle d'une exploitation. Et quand on le travaille de façon démultipliée, nous, sur les 26 000 fermes de Bretagne, nous aurons un impact positif dans la lutte contre le réchauffement climatique. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Donc effectivement, ces solutions de production d'énergie en autoconsommation, c'est-à-dire que ce que l'on autoconsomme sur sa ferme avec des panneaux photovoltaïques, eh ben, c'est une énergie que l'on n'a pas forcément à produire ailleurs, notamment avec de l'énergie fossile. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant et que l'on encourage. Et la région Bretagne va vers l'autonomie énergétique, elle s'y dirige. Structurellement, la Bretagne n'est pas une région très autonome du point de vue énergétique et notamment du point de vue électrique. Je crois qu'on est sur seulement 18% de ce que l'on consomme et produit en Bretagne. Donc on a une nécessité de faire monter cette autonomie énergétique, cette autonomie électrique. Et j'allais dire, ce que l'on vit en ce moment, notamment avec les impacts de la guerre en Ukraine, doit nous faire prendre conscience qu'il y a un phénomène d'accélération. Alors, il y a le non-agricole, avec le champ éolien en baie de Saint-Brieuc et d'autres qui arriveront, qui va nous produire l'équivalent quand même de la consommation de 700 000 habitants. C'est équivalent plus que la population des Côtes d'Armor, un de nos 4 départements. Donc c'est quand même quelque chose d'assez important. Et dans l'agricole, on a aussi toutes ces solutions-là que l'on accompagne. Thibault évoquait les couvertures de la méthanisation et notamment sur les couvertures de fosses. Couverture de fosses, c'est tout simple. Vous avez des fosses de stockage des effluents d'élevage, des lisiers, si aujourd'hui, une bonne partie n'est pas couverte. Si vous le couvrez, vous pouvez produire de l'énergie en autoconsommation sur la ferme, c'est-à-dire du gaz, du biogaz que l'on va autoconsommer. Vous avez un impact positif parce que vous évitez des rejets de gaz à effet de serre, et on sait que c'est plutôt puissant quand ça sort de la fosse à lisier. Et vous avez aussi un impact économique, c'est-à-dire que lorsqu'il pleut, alors, un, vous pouvez récupérer l'eau avec les bâches, et deux, cette eau-là ne tombe pas dans la fosse à lisier, c'est-à-dire que vous avez
En gros, quand vous allez épandre ce lisier-là, vous allez épandre du lisier je veux dire, pur et pas mélangé à de l'eau. Donc économiquement, c'est plutôt intéressant. Donc ce type d'investissement, il reste relativement abordable et on peut le multiplier, le démultiplier à l'ensemble des fermes bretonnes. Avec un vrai effet sur la baisse des émissions de méthane. Justement, Jean Jouzel, si on parle du méthane, l'agriculture est sans doute le premier émetteur de méthane. Oui, peut-être rappeler quelques chiffres. Alors, on peut les rappeler pour la France. D'abord, l'agriculture, ce sont 19% des émissions, dont effectivement 45% de méthane. C'est-à-dire que l'agriculture française contribue à entre 8 et 9% des émissions de gaz à effet de serre en France, à travers le méthane. C'est ça que je veux dire. Donc, dans ces émissions de méthane, ça a été bien souligné, il y a une partie directement liée à l'élevage des bovins, mais aussi, et bien sûr, c'est intéressant ce que Arnaud vient de dire, c'est-à-dire ce qui se fait, il y a une partie aussi qui vient des effluents. Ce n'est pas simplement le bétail qui produit du méthane, il y a tout, justement, après tout le lisier, les effluents. Voilà, donc c'est très intéressant de regarder ce qu'on peut faire sur le méthane. Donc moi, pour rebondir, c'est vrai que j'ai envie de parler plus, bien sûr, j'ai envie sur le monde agricole. Je crois que beaucoup a été dit, c'est-à-dire que, bien sûr, on peut parler de la contribution du monde agricole aux émissions. On ne peut pas ne pas rappeler que les chiffres sont un peu différents en Bretagne par rapport disons, on est plutôt à la moitié des émissions ou pas loin qui sont liées au territoire, pas simplement au monde agricole. Il ne faut pas non plus... voilà, mais il y a aussi... Donc, il ne faut pas omettre ce volet, c'est-à-dire qu'il y a aussi un effort à faire en termes de réduction des émissions. Quand on regarde la feuille de route de la stratégie nationale bas carbone, c'est moins 15% en 2030 par rapport à 2015, et je crois que c'est pratiquement division par 2 des émissions à horizon 2050. Donc c'est des chiffres qu'il faut avoir en tête, je pense. Mais bon, les conséquences sur le monde agricole, on peut en parler et en reparler, on les a évoquées, mais on ne peut pas ne pas évoquer dans les territoires les incendies qui commencent c'est ce qu'on envisageait, des régions comme la Bretagne deviennent fragiles par rapport à des risques d'incendie de forêt. Mais aussi, moi, j'aime bien parler des opportunités. Alors, l'adaptation, c'est important. C'est essentiel de penser à adaptation, disons, des cultures, des pratiques culturelles, pas simplement des types de cultures, des pratiques culturelles. Et Thibault a parlé, par exemple, c'est tellement évident, disons, la couverture végétale des sols. Moi, je me rappelle toujours dans ma jeunesse, entre les moissons et puis l'automne, eh bien, les sols étaient complètement nus. Oui. Donc, et il y a un point très important, c'est sur, effectivement, Thibault l'a souligné, sur finalement l'évaporation, et qui est encore amplifiée par des vents qui peuvent être un peu plus fréquents, un peu plus violents. Ça, je n'ai pas regardé, mais c'est clair que c'est une des conséquences principales, y compris dans notre région, dans le nord de la France, dans ces régions d'élevage. Eh bien, c'est qu'à horizon 2030, 2050 ou au-delà, mais eh bien, même si les précipitations en moyenne resteraient assez équivalentes à celles d'aujourd'hui, peut-être un peu plus de précipitations l'hiver, ce qui n'a pas été le cas l'hiver dernier, un peu moins l'été, eh bien, même dans un contexte comme cela, eh bien, en gros, les eaux de surface, le débit des fleuves et des rivières, en Bretagne, c'est plutôt les rivières, mais au niveau français, disons, c'est vrai pour le bassin de la Seine, c'est vrai pour le bassin, disons, Loire-Bretagne, eh bien, le débit des fleuves et des rivières va diminuer, même à précipitation annuelle moyenne constante. Donc, et ça, il faut s'y préparer, et aussi la recharge des nappes souterraines. Donc, ce sont des choses, et ça, c'est surtout lié à l'augmentation de l'évaporation. Et donc là aussi, on a intérêt à protéger les sols. C'est clair que c'est gagnant. Disons, c'est à la fois gagnant au point de vue de la capacité de stockage du carbone, au niveau du cycle de l'eau, c'est-à-dire la prévention de la sécheresse des sols. Et donc, moi, j'abonde complètement dans ce sens de couverture des sols maximale. Mais ça se fait de plus en plus quand même. Quand on se balade dans la campagne, je crois que c'est quand même devenu une réalité. Thibault, une réaction justement sur le pouvoir de l'agriculture pour stocker le carbone dans les sols et remettre en vie le cycle de l'eau? J'y crois absolument, ce que je disais tout à l'heure sur la mise en place de couverts pour stocker du carbone, et aussi un sol
où il y a des couverts végétaux, l'eau pénètre tranquillement dans les sols. Elle ne ruisselle pas. Voilà, c'est pas un sol qui va faire comme du béton, que l'eau va passer sans rentrer dans le sol. Grâce au couvert, elle va pénétrer tranquillement dans le sol. Après, j'y crois absolument que l'agriculture peut être la solution, comme on disait, pour stocker le carbone, mais il faudra maintenir aussi l'élevage, et notamment les prairies, quoi. Voilà, quand je vois, il y a beaucoup d'éleveurs bovins qui arrêtent par souci économique, parce que la conjoncture n'y est pas, c'est pas de leur faute à eux, c'est la conjoncture qui n'y est pas. Moi, ça me fait mal au ventre. Automatiquement, c'est pas de pâturage, c'est des zones humides qui seront plus entretenues, etc., etc. Donc, pour moi, il faut maintenir l'élevage. L'élevage permet aussi d'avoir de l'azote organique et limiter l'azote minéral. L'azote minéral, on sait que c'est un gros consommateur d'énergie. Et de gaz, oui. Comme le gaz, bien sûr. Et là, la crise en Ukraine et l'émetteur de gaz à effet de serre. 82% à l'échelle mondiale, quand même. À l'échelle planétaire, c'est 82% du protoxyde d'azote. Donc, ça, on en est conscient. Les engrais azotés. Largement liés aux intrants, oui, bien sûr. Donc là, ce qu'on demande, ce que j'aimerais aussi, c'est qu'on maintienne l'élevage, qu'on utilise mieux notre azote organique, c'est-à-dire qu'on soit un peu plus souple sur les dates d'épandage, qu'on puisse, pourquoi pas, mettre 20 unités de plus. De toute façon, même si la culture en place ne mange pas ces unités, il y a le couvert végétal qui le mangera derrière. Donc l'azote ne va pas fuiter. Donc ça, c'est pourquoi on utilise de l'azote minéral aujourd'hui, parce que c'est beaucoup plus facile. Ça répond vite tout ça, parce qu'on n'a pas la souplesse avec l'azote organique qu'on voudrait avoir, sur les calendriers notamment. Arnaud Lécuyer, la région peut impulser ça justement, la couverture des sols, travailler plus sur le semi-direct, où il faut laisser finalement la marge aux agriculteurs de pouvoir décider plus souplement, de savoir quelles pratiques agricoles, agronomiques faire. C'est vrai, faire confiance aux agricultrices et aux agriculteurs. C'est une évidence, c'est une entreprise. Une ferme, c'est une entreprise. Moi, ce qui me semble assez rassurant aussi, c'est la prise de conscience dans les pratiques. C'est-à-dire que le monde agricole breton a quand même singulièrement évolué dans ses pratiques, dans la prise de conscience des enjeux, à la fois économiques et écologiques. Donc ça, c'est quelque chose qui est plutôt intéressant. Nous, notre rôle, et ça a été souligné, c'est de préserver l'élevage en Bretagne. C'est parce que c'est notre vocation. Nous avons, je veux dire, les conditions pédoclimatiques pour maintenir l'élevage, même si on l'a vu que cette année, on a souffert comme jamais, donc sur notamment notre capacité à avoir du fourrage, mais c'est la vocation de la Bretagne. Voilà. Et si demain, la Bretagne renonçait à l'élevage, pour avoir ce qu'on appelle une végétalisation de notre assolement et de nos pratiques d'élevage, de pratiques agricoles, je crois que c'est toute la France qui pourrait aussi en pâtir. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Et d'un point de vue, au-delà des aspects alimentaires, aussi d'un point de vue environnemental, l'élevage avec des prairies, c'est, j'allais dire, le meilleur remède aussi à la lutte contre le changement climatique. Il y a effectivement, il y a les prairies, il y a les couvertures, il y a le bocage aussi. Retrouver du linéaire bocager, on le fait en Bretagne, on ne le dit pas assez, mais 60% du linéaire bocager qui est replanté au cours de ces dernières années, c'est 60% qui est fait en Bretagne. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on a été, c'est vrai par le passé, très destructeur de ce bocage. Alors vous allez me dire, on replante là où on a détruit. C'est pas exactement vrai, mais en tout cas, on a cette démarche-là. Mais c'est toutes ces démarches cumulées que la région accompagne, notamment on le fait avec les mesures agro-environnementales et climatiques qui ont très bien marché en Bretagne, qui continuent de bien fonctionner. C'est-à-dire qu'au moment où vous avez un changement dans votre ferme, dans votre système, dites, moi j'ai envie d'évoluer, je prends un risque. Parce que tout n'est pas maîtrisé. On travaille effectivement dans l'agricole, il y a effectivement le climat qui joue, il y a un certain nombre de facteurs que vous ne pouvez pas forcément toujours maîtriser. Donc on accompagne, on dit, vous acceptez un changement dans les pratiques, nous on vous accompagne. C'est le principe de la mesure agro-environnementale et climatique, on accompagne cette prise de risque. Et ça a plutôt bien fonctionné. C'est-à-dire qu'on l'accompagne avec des MAEC, donc des mesures de soutien direct, et on l'accompagne aussi par tous les investissements. C'est-à-dire notamment tout ce qui est de la gestion de l'herbe. On accompagne tous ces équipements, soit à l'échelle d'une ferme, soit sur du collectif. On encourage aussi beaucoup le collectif, c'est-à-dire avec des entreprises ou avec des coopératives d'utilisation de matériel agricole qui ont aussi ce savoir-faire et qui peuvent le diffuser. Donc on est sur une diffusion de pratiques. Et puis je dirais très en amont, on accompagne aussi la recherche
avec des centres techniques, des centres de recherche. Je pense notamment à tout le travail qu'on fait avec la Chambre d'agriculture de Bretagne pour faire en sorte que cette recherche qui est suffisamment en amont, justement qui, elle, est capable de prendre des risques, elle puisse ensuite se diffuser à l'ensemble des 26 000 fermes de Bretagne. Nous, notre objectif, il est là. Ce n'est pas d'avoir 10, 15, 20% des fermes bretonnes qui sont très en avance sur ces questions de changement de pratique et de transition agroécologique. L'idée, c'est d'embarquer chaque ferme de Bretagne. On voit que Jean Jouzel, pour une ouverture un peu plus sur le reste du monde, et on voit que le contexte breton ou français, chacun a pris la conscience des enjeux que nous aurons à faire. Est-ce que c'est le cas dans le reste du monde ? C'est le cas dans beaucoup de pays, c'est le cas dans les textes. Je vous ai parlé j'ai évoqué cette nécessité d'une neutralité carbone en 2050 si on souhaite limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, ce qui serait, je dirais, vraiment souhaitable pour les jeunes, vis-à-vis des jeunes d'aujourd'hui. Alors dans les textes, il y a 120 pays qui ont adopté, disons d'une façon ou d'une autre. Alors en France, c'est dans la loi. Dans d'autres pays, c'est simplement dans les discours. Mais la Chine en 2060. Alors on peut se dire que d'une certaine façon, il y a au niveau des gouvernements de la planète, alors il y a quelques pays qui n'ont pas suivi, mais le Brésil, la Russie pour le moment, je crois. Mais il y a une prise de conscience, disons. Mais le problème, c'est que ce n'est que dans les textes. C'est-à-dire, je l'ai déjà dit, à l'échelle planétaire, on prend du retard. C'est-à-dire qu'on aura 2 fois trop d'émissions en 2030 par rapport justement à cet objectif de neutralité carbone en 2050. Et puis, y compris en France, on prend du retard en France par rapport disons, aux objectifs qu'on affiche. Par exemple, on prend du retard à la fois dans la diminution des émissions, et on a pris beaucoup de retard. Alors, je vais pas rebondir sur ce qu'a dit Arnaud, mais ça vient quand même un peu tard, les éoliennes en Bretagne en mer. Disons, il y en a déjà 5000 qui fonctionnent en Europe, il n'y en a pas encore une qui fonctionne en France. Donc, on peut se poser des questions. Oui, mais justement, on peut se poser des questions sur le développement. On a pris du retard en renouvelables, on est un des seuls pays européens. Et quand on parle de renouvelables, c'est bien sûr, il y a l'éolien en mer, mais il y a aussi l'éolien terrestre, il y a aussi la méthanisation, l'utilisation de la biomasse en général aussi. Et c'est intéressant, disons, les haies sont intéressantes pour stocker du carbone, pour fournir du bois. Enfin, disons, ça prend un peu de temps, mais c'est quand même ce qui se passe. Donc on voit bien qu'il y a beaucoup de choses à faire. Voilà, donc le message, c'est aussi toutes ces opportunités. Bien sûr, Thibault a évoqué le solaire, c'est important, il y a du potentiel. Voilà, je venais avec quelqu'un qui m'a dit on vient d'acheter 2 mâts, là, ils sont dans une GAEC, 2 trackers, donc voilà, ils viennent d'en acheter 2 cette semaine, donc voilà, ça bouge. On ne peut pas dire que ça bouge pas, mais il faut que ça bouge plus encore. Il faut rattraper ce retard qu'on a pris sur les renouvelables. Moins de 20% disons, d'autonomie énergétique en Bretagne, ce n'est pas suffisant, et le monde agricole, les territoires peuvent jouer un rôle essentiel. Bien sûr, il y a l'éolien en mer, je suis d'accord, c'est 700 000, il faut que ça se fasse. Voilà, mais voilà, c'est vraiment cette dynamique qu'on doit. Et puis, le stockage du carbone est aussi, je crois, très important. Là où il faut, mais c'est tout le problème de la PAC, il faut un modèle économique qui fasse que, bien sûr, comment on rétribue l'agriculteur pour stocker du carbone, c'est aussi quelque chose qui va être très important dans les années qui viennent. Très bien, je crois qu'on va terminer là-dessus. Merci beaucoup pour vos trois témoignages et puis merci à vous. Merci Robin, merci.